Continuons cette fresque à grands traits du paysage intellectuel qui est censé se refléter dans la doctrine Xi. Nous venons de parler de néo-confucianisme et nous avons même zoomé sur quelques auteurs caractéristiques de ce courant. Parlons un petit peu de la nouvelle gauche. La nouvelle gauche qui désigne le courant des communistes réformateurs, nés après les réformes d'ouverture de Deng Xiaoping. Alors cette nouvelle gauche, elle s'oppose évidemment à celle des maoïstes révolutionnaires. Elle a intégré progressivement les idées occidentales de la théorie critique chez les marxistes et elle a développé une conception de l'histoire et du marxisme sinisé qui se dresse fièrement, vent debout contre le triomphalisme de Fukuyama, c'est-à-dire de tous les libéraux qui considèrent que le sens de l'histoire, c'est celui de la démocratie libérale, à l'occidentale. Cette nouvelle gauche critique l'extension de la sphère du marché au détriment des intérêts du peuple. Elle critique le capitalisme de connivence en particulier et sur ces points, la politique de Xi Jinping cherche à lui donner satisfaction. Alors la problématique est la suivante, un certain nombre de commentateurs, d'observateurs, de sinologues, politologues considèrent que le discours de cette nouvelle gauche n'est qu'une simple note de bas de page, finalement sans grande importance. Une note de bas de page de la doctrine Xi, c'est ce que dit par exemple sur son site David Onbai, sur le blog Reading the China Dream. On voyait par exemple son article Footnotes dans sa présentation générale de la nouvelle gauche. Donc on a pu considérer que le régime chinois n'avait plus de communiste que le nom, mais il y a tout de même un certain nombre de personnalités représentatives de ce courant de la nouvelle gauche et elles occupent parfois, comme c'est le cas de Wang Huning dont nous allons reparler, une position tout à fait éminente à l'intérieur du Parti communiste. Mais je pense que pour cette raison au moins, il est difficile, contestable, de considérer que le courant de la nouvelle gauche ne soit qu'un épiphénomène. Alors on peut donner quelques noms, je ne vais pas tous les présenter, mais on peut donner quelques noms représentatifs de ce courant. Cao Jinqing, j'écrirai évidemment ces noms dans le descriptif qui se trouve sous la vidéo pour que vous puissiez éventuellement faire des recherches à leur sujet. Chen Duanhong, Cui Zhiyuan. Alors sur Cui Zhiyuan, il y a peut-être une ou deux choses à dire. Il est né en 1963 et il est professeur d'analyse des politiques publiques et de politique comparée à l'école des politiques publiques et de gestion de l'université de Tsinghua à Pékin. Et dans un article qui s'intitule « Comparaison des idées de l'ancien conseiller de Trump, Steve Bannon, et du légendaire conseiller de Poutine, Alexander Dugin », il montre, au-delà des divergences réelles, les convergences idéologiques de la Chine de Xi et des États-Unis de Trump autour du populisme, je veux dire autour de l'importance accordée à la notion de peuple, et autour du nationalisme économique, compris comme des réactions contre le néolibéralisme mondialisé. Je me permets de souligner, d'insister sur ce point, parce qu'il y a là un vrai sujet de réflexion en termes de géopolitique. Je veux dire qu'au-delà des hostilités de surface, des propos plus ou moins agressifs, des mesures qui, accessoirement, peuvent donner l'impression que la Chine de Xi et les États-Unis de Trump seraient en opposition, seraient en guerre, il y a une véritable convergence, non pas d'intérêt, mais dans la représentation du monde. Ce sont tous les deux des anti-mondialistes, tels que, du moins, les démocrates américains comprennent le mondialisme, tandis que les démocrates américains, à la Soros, etc., sont des anti-nationalistes. Eh bien, Trump, comme Xi, sont des anti-antinationalistes. Chacun défend les intérêts de son propre pays, mais ils défendent tous les deux la même idée, c'est-à-dire l'idée que chacun doit défendre les intérêts de son propre pays, de sa propre nation, et non pas ceux d'une superclasse mondiale pour parler comme Samuel Huntington. Bon, on reviendra sur ce point, je crois que c'est absolument fondamental. On pourrait citer dans cette liste des auteurs, des intellectuels de la nouvelle gauche, Gan Yang,
que j'ai déjà évoqué, né en 1952. Je l'ai déjà évoqué puisque c'est aussi un néo-confucéen, spécialiste d'histoire intellectuelle et de philosophie occidentale, professeur à l'université de Hong Kong depuis 1999. C'est un lecteur de Rousseau depuis la Révolution culturelle et il développe un concept original de conservatisme, Bo-Shao-Jui, qui vise le libéralisme, c'est-à-dire qu'il accuse les libéraux d'être des conservateurs. Il mène une critique suivie de la confiscation du contrat social par les élites libérales occidentales. Donc, un penseur original, s'inspirant de Rousseau, voyez son article « Libéralisme pour les aristocrates ou pour le peuple ?» Vous trouvez cet article dans une version anglaise traduite par David Hunby sur le site Reading the China Dream. La liste est encore longue, on pourrait citer Sun Ge, Wang Hui, Wang Shaoguang, Wen Jiajun, Yao Yang, et bien sûr, il faudrait parler de Wang Huning et de Jiang Shegong, qui, après Wang Huning, est sans doute, parmi ces intellectuels de la nouvelle gauche, le plus influent. Wang Huning, j'en ai déjà un petit peu parlé, né en 1955, professeur de relations internationales à l'université Fudan de Shanghai. Il est membre du comité permanent du bureau politique depuis le 19e congrès, c'est-à-dire depuis le quinquennat 2017-2022, numéro 5 de ce comité permanent. Il est même devenu numéro 4 après 2022. Quant à Jiang Shegong, c'est un professeur de droit constitutionnel de la faculté de droit de Pékin, soutien influent de Xi Jinping, dont il présente la doctrine comme la consécration du processus historique du socialisme à caractéristiques chinoises. Sur ce sujet, on peut lire Philosophie et Histoire, une interprétation sur l'ère Xi Jinping d'après le rapport du 19e congrès du parti. Voilà, donc pour moi, l'existence de tels auteurs, je ne vais pas répéter toute la liste, mais si on retient simplement Cui Zheyuan, Wang Huning et Jiang Shegong, l'existence de tels auteurs est pour moi une objection à la théorie ou à la thèse ou l'hypothèse selon laquelle ce courant de la nouvelle gauche ne serait qu'une note de bas de page de la doctrine Xi. L'existence de tels auteurs, la force de leurs hypothèses, la médiatisation et le soutien qu'ils rencontrent auprès du Parti communiste, Wang Huning étant, je le redis encore une fois, désormais numéro 4 du PCC, tous ces arguments montrent qu'il y a une véritable réflexion marxisante dans la doctrine Xi. On peut s'en réjouir ou on peut le regretter, mais je crois que l'existence et la position politique ou universitaire de ces auteurs constituent un argument fort en faveur de la thèse selon laquelle la doctrine Xi est toujours un marxisme sinisé. C'est loin d'être le seul argument. Nous avons parlé des références et des hommages de Xi Jinping à Deng Xiaoping et, au-delà de lui, à Mao lui-même. Mais c'est un argument de plus. Et ce faisceau d'arguments constitue, je crois, une mise en garde contre tous les intellectuels qui croient pouvoir considérer que la doctrine Xi n'est pas un véritable socialisme parce qu'elle ne ressemble pas à l'idée qu'ils s'en font. Voilà, donc en ce qui me concerne, je préfère penser la Chine non pas à partir des définitions élaborées en bibliothèque, mais à partir de la réalité de ce qu'on observe en Chine, à partir de la réalité de la vie intellectuelle et politique chinoise. Je vous propose de nous retrouver très vite pour parler du courant des intellectuels chinois libéraux. À la prochaine fois.